ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, entrevue avec Monsieur Fabien Roy. Je l'ai rencontré chez lui, il m'a accordé une entrevue qui raconte son histoire. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et à noter, je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de la politique aujourd'hui? Et vous allez voir sa réponse. Très intéressant. On regarde ce que ça donne. Entrevue avec M. Fabien Roy. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis accompagné de M. Fabien Roy. Bonjour M. Roy, comment ça va? Bonjour M. Lessard, bienvenue chez nous. C'est moi, je suis très heureux de vous rencontrer. Lorsque j'étais jeune, vous étiez une de mes idoles parce que vous racontiez beaucoup l'histoire de la Beauce et je suis fier d'être avec vous aujourd'hui. M. Roy, racontez-nous votre histoire. Vous êtes natif de quel endroit? Je suis natif de Saint-Prosper. Saint-Prosper. Oui, natif de Saint-Prosper. Mon père était cultivateur. OK. Nous demeurions à l'entrée du village. En quelle année vous êtes venu au monde? C'est pas trop Nous discret. sommes en 1928, ce qui ne me rajeunit pas. Ce qui veut dire aujourd'hui, vous avez quel âge? Vous me disiez tout à l'heure, en homme? 84. 84 ans et il est en forme en plus. Impressionnant. Vous avez fait votre jeunesse à Saint-Prosper, donc. À Saint-Prosper. Je ne pas plus ça de jeunesse, j'étais jeune. J'ai commencé à travailler, moi, pour la coopérative, parce que mon père avait été fondateur de la coopérative agricole. Puis j'ai commencé à travailler comme commis à l'âge de 16 ans. Alors, dans ce temps-là, les jours de travail, c'était 10 heures, 6 jours semaine. C'est la coopérative de Saint-Prosper. Ouais, la coopérative de Saint-Prosper. À même endroit que se trouve aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est fermé, ça. OK, il n'existe plus, d'accord. Ça a été liquidé il y a quelques années. J'ai fait 4 ans, là, jusqu'à l'âge de 20 ans. Et à 20 ans, je me suis enrôlé dans une organisation de coopérative pour les chantiers de la coupe forestière pour les compagnies. Les chantiers coopératifs qu'on appelait. OK. Alors la première année, en 48-49, je suis allé comme apprenti bûcheron. Je ne dirais pas bûcheron, j'avais pas l'entraînement voulu. Puis j'avais pas la force physique non plus dans le temps, compte tenu des habitudes puis de nos... comment est-ce que je dirais bien ça? Excusez. C'est un peu... C'est la force, l'attitude pour faire votre travail. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il n'y a pas de problème, allez-y. Ouais. Alors, travailler comme bûcheron, puis j'ai fait à peu près tous les genres de travail qu'on peut faire dans un chantier. Y compris laver la vaisselle, laver les planchers. Un homme à tout faire. Faire charrouiller le bois de poêle, charrouiller l'eau, bûcher, pelleter, etc. Alors, l'année suivante, je me suis inscrit à des cours à Rimouski, au cours de l'été. Il y avait des cours qui étaient donnés pour encourager et pour entraîner un certain nombre de jeunes au travail de commis de chantier pour les coopératives, les chantiers coopératifs. Il y avait eu des cours qui avaient été donnés à Rimouski et j'avais été suivre mes cours à Rimouski pour avoir mon petit diplôme. Et l'année d'ensuite, mon rêve s'était réalisé, j'étais commis de chantier. Vous avez votre diplôme en main. Ben, oui, si on peut dire. Ça, on peut le dire. Vous avez été école à Saint-Prosper. Oui. Est-ce que les écoles, c'était des écoles de rang dans le temps? Puis à quel endroit ça se trouvait? Nous autres, on était dans l'entrée du village, donc c'était les sœurs du Bon Pasteur. D'accord. J'ai été école aux religieuses. OK. Lorsque les gens rentraient au village, ça va situer les gens à la maison. Oui. Et lorsque les gens rentraient au village, l'école était là? Non, l'école était à côté de l'église. À côté de À l'église. côté de OK. l'église. Parce que nous autres, la maison était située à l'endroit où aujourd'hui la route de contournement prend son embranchement sur la route principale. Ah, intéressant. Ça. Alors la maison était à ce moment-là du côté gauche. Et lorsque vous êtes revenu de Rimouski, vous avez fait quoi? Vous avez eu une compagnie de transport? Ah ben là, il y a eu un long cheminement. J'ai été commis de chantier pendant 5 ans. D'accord. Alors jusqu'en 53. Et en 53, j'avais déjà un camion pour l'été. Parce que dans ce temps-là, les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. Alors, on ne pouvait pas camionner. Alors, je camionnais l'été, puis je camionnais pour les cultivateurs. Transport de la crème, transport du lait, transport de la moulée pour les cultivateurs. Et comme l'hiver, les cultivateurs allaient dans les chantiers, bien, les fermes n'étaient pas beaucoup en opération. Alors, il n'y avait pas besoin de camions pour transporter leurs produits non plus.
Mais alors, j'ai fait un jumelage avec les deux pour être capable d'être occupé à l'année. Et en 1953, j'ai décidé de laisser les chantiers. J'étais rendu à 25 ans, célibataire, et célibataire presque endurci. Endurci. Endurci, parce qu'imaginez-vous, dans le bois, quand on est 5-6 mois par année dans le bois, que c'est pas vraiment encourageant pour les demoiselles d'avoir un copain qui est jamais là. Puis moi, ben, j'avais pas le temps de m'en occuper. Ça fait que là, j'ai camionné jusqu'en 62. Marié en 60. En 62, j'ai vendu mon entreprise à mon frère. Et puis, je suis rentré au service de la caisse d'établissement. Et avant, l'entreprise que vous avez vendue à votre frère pour situer les gens à la maison, c'était P.A. Roy Transport de Saint-Prosper. Ouais. Le père de Nathalie, votre petite nièce, qui nous regarde aujourd'hui. C'est ça. Lui, il a acheté ça, et aujourd'hui, on connaît l'histoire de P.A. Roy. Ouais. Après ça, vous êtes demeuré toujours à Saint-Prosper. Je déménageais à Saint-Jean dans l'intervalle. Dans l'intervalle. Après avoir vendu mes camions, j'ai regardé pour m'établir à Saint-Jean. OK. Alors, je suis établi à Saint-Jean, justement, avec construit la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. OK. Caisse d'établissement. Vous avez travaillé là. La caisse d'établissement, j'ai rentré là comme recruteur. Au bout d'un an et demi, on m'a demandé d'être directeur général, mais j'ai pas voulu prendre ça à plein temps, j'ai pris ça de façon temporaire. Mais il y a toujours un vieux dicton qui dit il n'y a rien de plus permanent que ce qui est temporaire. Alors, j'ai travaillé 9 ans à la caisse d'établissement. 9 ans. 9 ans. Et à ce moment-là, ben, comme je dis souvent à mes amis, j'ai mal tourné. Mais c'était qui à l'époque le président de la caisse d'établissement à Saint-Georges, dans le temps? Le directeur à l'époque, avant vous, c'était qui? Avant moi, qui était directeur Oui. de la caisse, directeur général de la caisse, c'était Gérard Duval. Pour rappeler les gens, Gérard Duval. Oui, Ah. c'est Gérard Duval. Avant ça, il y avait eu M. Herman Mathieu aussi. OK. Parce que c'est le père d'Herman qui avait été l'instigateur de la caisse d'établissement, M. Napoléon Mathieu. Alors, j'ai bien aimé l'expérience. J'ai pu me lancer à fond de train dans des initiatives nouvelles. La finance, ça m'avait toujours intéressé. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai pas trouvé le temps, non. Alors, est-ce que c'est là que vous avez découvert votre talent de narrateur, talent pour la politique? Ben, pour la politique, Ça a commencé comment? C'était la politique. C'est que la caisse d'établissement, où j'étais recruteur, entraîneur aussi de l'équipe. Faut avoir. Alors, j'avais des réunions que je présidais à chaque semaine. Alors, ce qui m'avait donné quand même une bonne expérience. Mais ça, la politique, ça a été dû à toute une stratégie qui a été, que je n'aime pas à raconter. Je me suis fait mettre à peu près un couteau sur la gorge, comme on appelle, et puis une expression, si vous voulez, et pour que je me retire. Puis comme ils m'ont forcé de me retirer, ben, j'ai dit entre la liberté et l'esclavage, je choisis la liberté. Et j'ai continué. Et tout le monde connaît la suite. Ben oui, là, vous avez été dans la politique. Et rappelez aux gens à la maison, le parti que vous étiez en politique, c'était le parti. politique, dans le temps, c'était le parti de Réal Cahouette Les créditistes. et les créditistes, le C'est ça. ralliement créditiste. Vous avez été longtemps dans la politique, M. Roy. Moi, j'ai été 8 ans organisateur régional, c'est-à-dire de 62 à partir du moment où ils ont élu des députés à Ottawa. Il y avait élu 26 députés à Ottawa, une première en 62. Et puis en 70, on a décidé d'aller faire le saut provincial. Puis le parti en a fait élire 12 au provincial, dont moi-même, dans la Beauce aussi. Vous avez été populaire dans la Beauce. Puis dans la Beauce de ça a bien été. Vous avez très Ben, bien disons, rentré. vous savez, faire de la politique, moi je dis que c'est un privilège un peu spécial. Parce que c'est une chance qu'on a assez importante de pouvoir donner un coup de main aux autres. Oui. Quand j'étais directeur général de la caisse d'établissement, il y avait bien des gens qui venaient me trouver pour toutes sortes de problèmes. Mais en tant que directeur général de la caisse, ben, j'avais pas de pouvoir, comme on dit, puis j'avais pas accès aux informations pour être en mesure de leur donner une réponse suffisante. Mais quand j'ai été élu député, ben là, j'avais la bibliothèque du Parlement
à mon service. Après ça, les recherchistes du Parlement, les ministères et tout ça. Alors là, j'ai pu faire les enquêtes quand ça nécessitait une enquête, faire de la recherche. Puis là, j'étais en mesure d'aider aux gens. Et ça a été ma plus grande satisfaction. Vous avez été combien de temps dans la politique au total? Dans la politique, j'ai été 10 ans à plein temps, plus 8 ans comme organisateur. Et à tous les fois, vous étiez à la télévision, en entrevue, je me souviens très bien, vous parliez de votre boss. Vous étiez fier de la boss, vous en êtes encore fier aujourd'hui. Et ça, on vous en remercie énormément. Lorsque la politique a terminé, là, il fallait trouver quelque chose à faire. Oui. Vous n'étiez pas retraité, vous étiez tout jeune encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, j'avais 4 enfants aux études, dans des institutions privées. Je n'avais pas d'emploi. Je n'étais pas éligible à l'assurance chômage. OK. Et je n'étais pas éligible au fonds de pension. Alors, un fonds de pension qui a de l'allure, comme on dit. Et vous aviez quel âge à l'époque? Je vais laisser la politique, j'avais 52 ans. C'est jeune encore, là, 52 ans. Oui, 52 ans. Mais c'est encore le temps. Oui. Oui, c'est encore le temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder, me trouver une situation. Et je me suis rendu compte d'une chose. D'ailleurs, il y avait des anciens collègues qui me l'avaient dit. Il dit, quand tu as été en politique, il y en a il dit, qui courent après toi parce qu'ils pensent que tu es capable de faire le job impossible. Puis il y en a d'autres, il dit, qui vont se méfier de toi, qui ne voudront pas te prendre. Ah. Ça fait que c'est un beau cercle. Un beau cercle carré, si vous voulez. J'adore l'expression. Et puis, finalement, j'ai rencontré le bon samaritain des Amis de Montréal. Ils m'ont offert la responsabilité d'ouvrir un bureau de courtage en valeur mobilière à Saint-Georges aussi. Le premier d'ailleurs. D'accord. Alors là, il a fallu que je reprenne des études. Prendre des études à 52 ans, là, il faut y passer 2 fois. Et puis, ça a duré 6 mois. Mais je dois vous dire que j'avais hâte de commencer à gagner quelque chose pour être capable de rencontrer nos obligations de la famille. Parce qu'il faut dire une chose, je suis sorti de la politique endetté. Bien endetté. OK. Parce qu'on a été mis à la ration, nous autres, les députés, quand on était rentrés à Québec. Ça a été le gouvernement Bourassa qui a été à peu près le premier gouvernement à mobiliser les députés à l'année. Avant ça, dans le temps de Duplessis, dans le temps des autres, il y avait 2-3 mois de session par année, puis 1 mois de session d'automne, puis après ça, personne pouvait travailler dans d'autres domaines. Or, les salaires étaient petits. Mais nous autres, lorsque nous sommes arrivés, c'était impossible de penser d'aller gagner de l'argent ailleurs. Alors, les salaires ont resté petits, alors je dois vous dire une chose, c'est que une chance que j'étais pas gras, j'ai pu serrer ma ceinture. Et là, vous avez fait des courtiers, comme vous disiez. Là, j'ai étudié pendant 6 mois OK. à Montréal avant d'ouvrir mon bureau de courtage au début de janvier 1981. La première journée que j'ai ouvert mon bureau, naturellement, j'avais apporté mon dîner au bureau pour ne pas perdre de temps. En arrivant à la maison le soir, mon épouse, Pauline, elle avait hâte de voir comment ça avait été ma journée. Alors j'ai dit, j'ai fait un record aujourd'hui. Un record que je ne pourrai jamais répéter. Comment ça? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, j'avais un client matin, et ce soir, j'en ai 2. Et ça a été comme ça. Je m'étais fait comme objectif de me recruter un client par jour, puis je m'étais donné 3 ans pour me bâtir une clientèle. Et finalement, j'ai dépassé mes objectifs. Ça a bien été. Ou ça a bien été. Tant mieux. Et il y a eu l'histoire, on fait ça rapidement, vous avez eu l'histoire de CKRB. Comment ça a commencé, CKRB? C'est M. Vell qui vous a CKRB, c'était à l'époque où on invitait des anciens politiciens pour animer une ligne ouverte. C'était Jules Vell était encore là à l'époque. Jules Vell était encore là et Nelson Jalbert. Oui. Puis dans le temps de Mme Payette. Mme Payette, oui. Il y avait Mathias Rioux, il y avait Claude Noyer, il y avait Yvon Dupuis, en tout cas, il y avait des anciens politiciens, Camille Sanson. Vous avez été invité. Ça fait que j'ai été invité à faire de la radio. J'avais fait suffisamment de radio en cours d'entrevue, puis ensuite de ça, je m'étais choisi des sujets que je connaissais. Comme quand on fait une conférence à quelque part, il est bien important, avant de se lancer au micro, de connaître le sujet qu'on peut aborder. Alors, c'est un peu la même chose. J'ai utilisé un peu ces trucs-là.
Je dois dire que les premiers jours que j'avais des battements. Des palpitations, Des c'est- palpitations. Mais ça s'est replacé assez vite. Et vous avez fait ça longtemps, la radio, bon? J'ai fait ça sur 3 ans, si je me souviens bien. Et c'est la chose que j'ai aimé le mieux de ma vie. Et les gens me disaient, demande-y à M. Roy s'il est pour ou contre. Et vous me disiez tout à l'heure, Je disais toujours pour faire des fans, je suis contre ceux qui sont pour. et moi je me souviens, vous receviez souvent des appels parce que les gens vous appelaient. Oui. Il y avait une dame de Saint-Martin qui vous appelait régulièrement. Je suis là. Vous le replacez Ah, sans oui, nommer de oui. nom. Elle vous appelait puis elle vous harcelait. Elle m'a Je me harcelé. souviens très bien de cette dame-là. Elle m'a harcelé, puis à un moment donné, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai discontinué. OK. Parce que je n'étais pas capable d'aller me chercher une paire de bas ou une paire de gants dans un magasin que je faisais accoster par 4-5 personnes qui me demandaient qu'est-ce que j'allais dire le lendemain. Ah, je me souviens, moi je travaillais au Charles à l'époque, au restaurant Charles, et on vous écoutait le matin, puis on disait, est-ce que la dame va l'appeler? Et oui, elle appelait, puis pauvre vous. À vous passer au... Mais vous vous défendiez très bien. Oui, puis Vous étiez très bon. Je la connaissais. En Je plus. connaissais les raisons qui la motivaient. Puis connaissant les raisons qui la motivaient, ben, j'avais une certaine sympathie pour elle. Je la ménageais, comme on dit. Mais il fallait quand même que je réponde. Vous êtes trop bon, M. Roy. Le village des défricheurs, ça c'est votre fierté. À Saint-Prosper, les gens sont fiers de ça. Comment ça a commencé? Ça a commencé. On a fondé une chambre de commerce, nous autres, en 60, en Saint-Prosper. On s'est fixé 3 objectifs. Développement social, développement industriel, et puis développement touristique. Ça, c'était le 3e volet, c'est le développement touristique. Parce que Saint-Prosper est situé entre les 2 vallées, la vallée de l'Etchemin et la vallée de la Faudière. Alors, c'est un bon point de rencontre, même distance du manoir au village de Défricheurs que du Georgeville au village de Défricheurs. OK, On d'accord. s'est placé au centre. Et puis, on a commencé un petit projet. Mais il faut dire une chose, on n'avait pas un clou, pas un sou, même pas un vieux marteau. On fait une première réunion, on forme un comité, j'accepte la présidence du comité. Je vais voir 3 personnes qui étaient aptes à nous aider. On va faire une assemblée avec eux autres, puis on décide de faire on appelait ça le village des défricheurs avant, mais c'était le village des... Le musée des pionniers. Le musée, OK. Ça portait le nom de musée des pionniers, ça portait le nom de musée des défricheurs. Et quand on a eu une dizaine de bâtisses de construites, les gens du ministère des Affaires culturelles, ils ont dit, écoutez, c'est pas le musée que vous avez, c'est un village. Changez de nom. Ça va être plus à propos. C'est vrai. Puis on a rajouté 5 bâtisses, ça fait que c'est demeuré le village des défricheurs, et ça a été un beau coin. Ça fait longtemps qu'il existe. Ça fait 21 ans cette année. Et est-ce que vous y allez encore régulièrement? J'y vais beaucoup moins parce que, d'abord, il faut que je laisse les gens reprendre l'affaire après nous pour la continuer. Mais si je laisse, puis je suis toujours là, ben, ils vont se fier sur moi, puis les gens ne s'impliqueront pas. Ça fait que j'ai décidé de me retirer complètement à un moment donné pour qu'une nouvelle équipe s'implique. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle équipe de recruter depuis quelques années, et ça va très très bien. Ils doivent souvent vous appeler de temps en temps, puis on a besoin d'informations. Très rare. Ah! Ben, après 21 ans, là, Oui. les informations, je les ai pas mal tout données. Vous Sans compter que j'ai aussi, moi, monté des papiers. J'ai monté des dossiers, plusieurs dossiers, et puis tout est classé, ils ont toute l'information qu'ils ont besoin à l'intérieur du bureau. Intéressant, ça. Ouais. C'est plaisant à les voir. C'est plaisant, mais moi, je suis bien égalé parce que c'est un rêve, puis quand je me promène dans les sentiers, C'est votre petit bébé. des fricheurs, je rêve un peu. C'est votre bébé. Parlez de rêve. Vous avez fait des livres ici. Des 3e. Vous avez 3 livres. Vous avez fait Fabien Roy, député à Québec et à Ottawa, mais toujours Beauceron. Et ça, j'en suis fier. M. Roy a toujours parlé de sa Beauce. Je vous le disais, ce livre-là s'est vendu beaucoup. Ouais. Il y a plusieurs genres. Et vous avez fait celui-là ici dernièrement, qui est des brindilles d'histoire.
C'est quoi celui-là ici? Les brindilles d'histoire, c'est-à-dire que ça a commencé tranquillement, ça. En fait, j'étais interrogé assez souvent sur des événements qui s'étaient passés à Saint-Prosper. Parce que j'avais beaucoup de notes que j'avais accumulées et des documents que j'avais accumulés en vue OK. en vue d'écrire quelque chose plus tard. Parce que si c'est... Puis quand c'est... après, j'ai pu publier mon livre, puis j'ai fait l'histoire de ma famille, l'histoire de la famille des rois chez nous. Alors, j'ai commencé à écrire des pages, une page ou deux. Pour ça, j'appelais ça des brindilles, Ben, c'est vrai. des brins d'histoire. Sur un événement quelconque, sur un fait, sur un personnage que j'ai connu. Mais c'est toutes des choses qui ne sont pas écrites. Là, j'ai fini par faire une soixantaine de petits chapitres. Là, il y en a quelques-unes, par exemple, qui ont déjà été écrites, mais que j'ai rajusté, comme on dit, que j'ai bonifié. Et puis, j'ai publié ça ce printemps-là, au début de mars. Et les gens peuvent le retrouver dans les librairies? Non, ils ne sont pas dans les librairies. Je vais attendre un peu. J'en ai fait imprimer quelques copies pour mes amis. Puis après ça, ben, s'il y en a qui en veulent, ben, je peux... Ils peuvent communiquer avec vous? Communiquer avec moi, puis je peux en laisser. Mais il y a toutes sortes de choses qui touchent la vie communautaire de Saint-Prosper, sa fondation, et qui touchent un peu plus que Saint-Prosper, qui touchent la région. La région des alentours. La région un peu, ouais. Il y a tellement de choses qu'on pouvait parler, le temps nous manque. Et en terminant, en 2012, nous sommes aujourd'hui en avril 2012, les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous pensez de la politique aujourd'hui en 2012? Très bonne question, oui. Oui, très bonne question. Je serais tenté de vous retourner ça par une autre question. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est pas drôle, là. Non. Non, c'est plus comme avant. Moi, je regarde ça à l'heure actuelle, puis je trouve ça un peu, comment on pourrait dire, je peux pas parler de décourageant, parce que je suis pas une personne pessimiste, mais je trouve ça triste pour l'avenir de nos enfants. Ce qui se passe et la façon dont on se comporte aujourd'hui en politique à Québec. Je ne parle pas du fédéral, là, je vais parler du provincial. Non, allez-y, je n'ai pas. De la façon dont on se comporte. Je ne voudrais pas aller trop loin, je ne voudrais pas déplaire aux gens, mais moi, disons, je n'ai jamais vécu une politique aussi moche que ça. Ça se lance Je regarde d'un côté comme de l'autre, puis je trouve qu'il y a une absence de leadership qui est catastrophique. On est rendu avec 200 milliards de dettes au Québec, une petite population de 7 millions de dollars. Moi, j'aimerais trouver un comptable qui est capable de me faire un calcul mathématique pour savoir que si on décidait de la payer, combien ça nous prendrait d'années, ou est-ce qu'on pourrait en payer 1% par année seulement. On n'est même pas capable d'en payer 1% par année. Ça n'a pas d'allure. Alors que c'est quoi, tantôt, puis quand vous regardez ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce dernièrement, que le pays... En Norvège et un petit peu partout, on trouve les mêmes causes et on récolte les mêmes conséquences. Ça regarde mal. Tous les pays, puis là je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, tous les pays qui s'orientent vers le socialisme, puis qui appliquent le socialisme politique, se retrouvent dans la dèche tôt ou tard. Et on est sur le bord du gouffre. C'est malheureux, quoi. C'est Moi, malheureux. Mais le pire, c'est que vous avez raison, c'est comme ça, malheureusement. On est comme découragés. On parle de jeunes de politique également. Ils ne sont même pas capables de savoir c'est qui leur premier ministre au Québec, au Canada. On n'entend presque pas parler. Voyez-vous, il y a une madame qui a fondé un parti politique en Alberta. Je parlais de ça avec mon épouse Mehdi, là. Elle a fondé un parti politique en Alberta, puis elle a fait des déclarations en fin de semaine. Elle dit le Québec se paye des choses qu'on n'a pas les moyens de se payer en Alberta, puis on paye 5 milliards de péréquation par année, puis eux autres la retirent. Ça ne peut pas durer. Quelle année? Qui sera l'année fatale, l'année fatidique? Je ne sais pas. Mais des fois, je suis quasiment content d'avoir 84 ans. C'est pas ce que je suis pessimiste, j'ai jamais regardé en arrière. J'ai jamais, autrement dit, analysé les choses de façon pessimiste. Mais c'est loin d'être encourageant pour nos enfants.
Absolument pas. Puis je trouve que l'absence de leadership, puis une absence de leadership de tel qu'il n'y en a même pas à l'horizon une possibilité de leadership. Je vais assez loin pour ça, parce que je les connais pas mal tous. J'apprécie votre franchise. M. Roy est parti. Là. Je vous comprends quand on parle de politique, là, ça nous touche énormément. Vous l'avez ici. Ça ne rappelle pas souvent ça fait que je me reprends. Non, en terminant, en quelques secondes, les Beaucerons vous regardent. Avez-vous un petit mot à dire aux Beaucerons qui vous regardent? Ben, moi, j'ai toujours été fier de faire partie de la communauté beauceronne et ça me fait toujours plaisir de dire à des amis qui me questionnent comment ça se fait que la Beauce n'est pas indépendante et ne vote pas indépendant. Ce que j'avais dit à René Lévesque. Et M. Lévesque, pourquoi? Parce que la Beauce est déjà indépendante. Bon. Alors, pour tous mes amis beaucerons, là, gardons nos coutumes, gardons nos traditions et puis on va aller loin. Monsieur Roy, ce fut un plaisir de vous avoir rencontré. Du monde sympathique comme vous, il n'en existe pas beaucoup encore. Restez comme ça et votre passion pour la politique, pour la Beauce, là, continuez à regarder et partagez-le avec les gens autour de vous. Merci beaucoup, M. Roy. Merci beaucoup à la maison d'avoir participé à une autre capsule de hier à aujourd'hui.